Hendaye-Strasbourg, une diagonale automnale. Au départ, cette diagonale était prévue pour le week-end de Pâques, mais j'ai dû la reporter pour quelques raisons personnelles. Après un été passé à faire l'aller-retour sur le sol anglais et normalement écossais, mais le vent l'a perturbé. Je n'ai trouvé qu'un seul créneau pour ce report, la dernière semaine d'octobre. Résultat, ma diagonale de printemps s'est transformée en diagonale d'automne. Vu la période, je m'attends à des journées courtes, une météo changeante et plutôt frisquette. Je prépare donc mon pactage en conséquence. Façon oignon, plusieurs couches, on ne sait jamais. Pour rejoindre le point de départ à Hendaye, la première étape est de me rendre chez mes parents, dans les Landes. Histoire de déposer aussi mes enfants, qui eux profiteront des vacances chez papy et mamie. Ensuite, c'est ma mère et mes 2 enfants qui m'amèneront à Hendaye. Toute la famille est sur le pont. Première étape, Hendaye-Saint-Gor, 184 km. Après le coup de tampon officiel au commissariat, le départ est un moment un peu émouvant. Partir sous le regard admiratif de ses enfants et de sa maman, ça donne la pêche. Mes garçons me font un décompte digne d'une étape de contre-la-montre du Tour de France. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Je quitte Hendaye, dans un petit brouillard bien humide. Il ne fait pas bien chaud, même s'il est déjà 12h30. Heureusement, j'ai mangé avant. Je peux rouler un bon moment, sans souci. Une fois sur la route de la Corniche, je sens moins le froid, voire je commence à avoir chaud. Allez hop, on enlève une couche. Je roule tranquillement jusqu'à Bayonne en empruntant une petite route parallèle à l'autoroute après Saint-Jean-de-Luz. C'est paisible en ce début de dimanche après-midi. Même si quelques difficultés se présentent, dont un mur à 20%, ça passe. Les jambes sont bonnes, le moral aussi. Je profite des paysages et de la campagne basque. Après Bayonne, je longe l'Adour, et là, miracle. Le soleil fait son apparition alors que j'approche de mes terres natales, les Landes. Le temps est magnifique, ça donne envie de flâner, surtout avec cette petite brise venant de l'océan qui est là pour m'aider. Je suis l'Adour en passant par quelques coteaux jusqu'à Dax. À la sortie de la ville, le soleil se couche dans mon dos. La fraîcheur arrive, mais je continue à rouler, sachant que plus aucune grosse difficulté ne m'attend avant l'arrivée. Le moral est au beau fixe, j'ai même un peu d'avance sur mon tableau de marche. En traversant les Landes, je reçois un message de Gilbert, ami et ancien du club de Roquefort. Ma trace passe près de chez lui. Il viendra me faire un petit coucou. La nuit tombe franchement. Je joue à saute-mouton avec la nationale, entre Dax et Mont-de-Marsan, avant de rejoindre Tartas, premier lieu de pointage. C'est dimanche soir. Tous les commerces sont fermés. Le contrôle se fera donc par un retrait d'argent. J'en profite également pour manger un bout. Il me reste une bonne 60aine de kilomètres à faire, pour l'étape du jour. En dégustant ma salade de pâtes, mon téléphone sonne. Gilbert est venu à Tartas aussi. On se retrouve sur la place du village. Ça fait plaisir. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était aussi sur une diagonale. Il était venu me faire un coucou lors de Dunkerque-Hendaye, toujours dans la traversée de cette magnifique forêt. À l'époque, étant sur l'avant-dernière étape, j'étais bien plus fatigué qu'aujourd'hui. Après le repas, je m'équipe chaudement pour la nuit, car il fait maintenant bien froid. Nous repartons ensemble, bavardant, ce qui rend les longues lignes droites des Landes beaucoup plus agréables, d'autant plus que là nous sommes dans le noir total. Après quelques kilomètres, nos routes se séparent. Je me retrouve seul, dans le silence de la nuit, avec quelques gouttes de pluie qui commencent à me tenir compagnie. Mais je connais bien ces routes. Il ne me reste plus grand-chose avant le repos de ce soir. Sans le bruit des discussions, j'entends tous les bruits sur les bords des routes, les animaux effrayés à mon passage. Aucun ne traversera devant moi, heureusement. Mais vu certains bruits, il devait y avoir de belles bêtes en bordure. Ce soir, pas d'hôtel, mais un lit que je connais bien. Je dors chez mes parents. Et règlement oblige, toutes mes affaires sont depuis le départ dans mes sacoches. Pas question de partir plus léger, bien que j'étais déjà dans cette maison en début de journée. J'arrive enfin à la maison, accueilli par mes parents et mes enfants. Cette première étape s'est bien passée. Je mange un morceau. Tout le monde est content de me voir arriver. Mais je sais que ce n'est que la première étape, et certainement la plus facile.
Le vent était favorable et j'ai trouvé plusieurs sources de motivation du départ à l'arrivée. J'essaie donc de me coucher rapidement. Il est 23 heures, le réveil est programmé pour 3 heures du matin. Départ à 4 heures. Deuxième étape, Senghor, Argentat-sur-Dordogne, 265 km. Après un bon petit déjeuner, je quitte cette maison bien connue, le ventre plein et le moral au beau fixe. Mais à peine 10 km plus loin, la pluie fait son grand retour. Je sors ma veste de pluie sans me douter que je ne la quitterai plus de la journée. Rouler de nuit, sur ces routes que je connais bien, même sous une petite brune, procure un sentiment particulier. Le jour se lève après Casteljaloux, et avec lui arrivent les premières difficultés de la journée. À partir de là, c'est parti pour la traversée du Lot-et-Garonne, de la Dordogne et du Lot, avec une ribambelle de petites côtes au menu, de quoi bien réveiller les jambes. Je file vers la Garonne, fais une pause à Tonins pour un petit casse-croûte express, et constate avec satisfaction que je suis dans les temps. La suite s'annonce splendide. Cap au nord-est, à travers les jolis villages comme Villeréal, Montpazier, Belvès. Entre deux averses, quelques éclaircies offrent des lumières magnifiques sur les paysages aux couleurs automnales. J'en prends plein les yeux et, quand l'occasion se présente, je joue un peu les touristes, surtout sur les bords de la Dordogne. Après un pointage à Sénac, je remplis ma poche de victuailles, histoire de ne pas finir la soirée le ventre vide, sachant que l'hôtel ne me servira rien à mon arrivée, qui est prévue entre 19h et 20h. En passant devant le château de Montfort-sur-Dordogne, un beau rayon de soleil perce les nuages. Je poursuis donc cette sortie cyclotouriste, sans oublier qu'il s'agit d'une diagonale. Certes, je m'accorde quelques pauses photos, mais je garde un bon rythme. Tout roule, malgré les averses, et ma veste de pluie fait le job depuis le départ. Le timing reste bon. Arrivé dans le Lot, à Martel, la pluie redouble d'intensité. La nuit approche, la fraîcheur s'installe. Je m'équipe en conséquence. Les difficultés s'enchaînent, il faut rester vigilant, surtout dans la descente avec la pluie et l'obscurité. Et là, c'est le drame. En attrapant mon bidon, les mains mouillées et un brin de fatigue aidant, il m'échappe et tombe par terre. Le bouchon se casse. Je récupère les morceaux, peste un peu contre moi-même, et me promets de regarder les dégâts à l'hôtel. J'y arrive, finalement, sans autre encombre. Il est 20h. Un bon repos mérité avant la prochaine étape qui s'annonce corsée avec la traversée du Massif central. Je mange ce que j'ai dans la sacoche, rafistole le bouchon du bidon, tant bien que mal. J'aurai un bidon opérationnel, l'autre en mode réserve d'eau. Et me couche satisfait de cette étape. Après tout, ce n'est qu'un petit désagrément dans cette aventure. Troisième étape. Argentat-sur-Dordogne, Paray-le-Monial, 299 km. Petit déjeuner avalé grâce au reste de la sacoche. J'enfourche mon vélo et quitte l'hôtel dans une nuit noire, sans le moindre lampadaire pour me guider. Un peu déboussolé, je cherche mon chemin. Et une fois sur la trace, c'est parti, direction la sortie de la ville. Et là, pas le temps pour s'échauffer. La première montée, de 12 km, attaque directement, dans une nuit enveloppée d'un brouillard. Évidemment, j'ai sous-estimé ce départ sur ma feuille de route. Résultat, je suis déjà en retard avant même d'avoir commencé. On se dit qu'on rattrapera plus tard. La suite, c'est un plateau en faux plat montant de plus de 30 km. Parfait pour continuer à entamer les forces et le moral. Surtout quand le brouillard laisse place à une pluie fine, histoire de corser l'ambiance. Le jour se lève enfin. J'entre dans le Cantal et j'arrive à Barjac. Là, je prends une mini-route qui plonge vers la rivière, l'Oze, et ses gorges sauvages. Les pentes descendantes sont folles. La route fait à peine 1,5 m de large, jonchée de feuilles mortes, avec un ravin d'un côté et une forêt dense de l'autre, agrémentée de belles cascades. C'est beau mais un peu dangereux. Je traverse la rivière sur un pont magnifique. Puis, c'est l'autre côté, les gorges à remonter. La météo est toujours maussade. Après, j'ai le droit à une belle descente sur une grande route, où je frôle les 80 km/h sans même me mettre en position aérodynamique. Ensuite, je retrouve une ancienne voie de chemin de fer transformée en piste cyclable. Un peu de plat. Je passe par un tunnel de 500 mètres qui me protège de la pluie. Direction la vallée de la Tarentaine, jusqu'à Champs-sur-Tarentaine, et c'est reparti pour une nouvelle ascension d'une vingtaine de kilomètres pour passer de 500 à 1200 mètres d'altitude.
pas de gros pourcentage, mais une longue montée, avec des paysages à couper le souffle. Surtout quand les nuages laissent enfin place au soleil. Les lacs, les forêts, les vaches dans les prés, et en toile de fond le puits de Sancy. J'en prends plein les yeux. Et avec la vitesse réduite, je peux vraiment savourer le décor. Arrivé au point culminant à Besse et Sainte-Anastase. Nouveau contrôle, il est 13h. J'ai 45 minutes de retard sur la feuille de route. En plus du coup de tampon, je vais pouvoir manger en bout. Je profite d'une boulangerie, espérant un sandwich aux saveurs locales, avec du Saint-Nectaire et de la charcuterie. Mais ce sera jambon beurre blanc pour unique choix. Place maintenant à une grande descente de presque 20 km. De quoi se faire plaisir. En fin de descente, je croise Patrice, sahariste local. On fait plusieurs kilomètres ensemble, à discuter, traversant de jolis villages. Et aussi une bosse bien sentie. On finit sur une partie du parcours un peu plus fréquentée par les automobilistes, le long de l'Allier. Mais à deux, ça passe plus vite. Chacun a ses particularités physiques. Pour ma part, j'ai toujours un petit coup de moins bien tous les 180 km, qui durent une dizaine de kilomètres. Patrice me lâche au kilomètre 190. Nos discussions m'ont aidé à passer ce cap. Mais dès que je me retrouve seul, au bout de quelques kilomètres, mon corps retrouve ses travers. Et je continue difficilement et péniblement jusqu'à Vichy. Nouveau pointage au kilomètre 220. Il est 18h, pause bien méritée pour manger, refaire le plein des sacoches et remettre un peu d'ordre dans tout ça. La fatigue se fait bien sentir. Je galère en traversant la ville et à la sortie, j'ai toujours le même retard qu'à Besse. Il reste 80 km et il fait déjà presque nuit. Je retrouve à la campagne entre Allier et Loire, avec quelques petites difficultés, notamment à la sortie de La Palisse, ancienne ville-étape sur la Nationale 7. Le corps commence à fatiguer sérieusement sur cette fin de troisième étape. Je roule moins vite que prévu et j'arrive à l'hôtel à Paray-le-Monial à 23h au lieu de 22h. La nuit sera courte. Mais vu la fatigue, je décide de maintenir le temps de pause initial et décale mon réveil de 3h à 4h. Après une bonne douche et un peu de grignotage, je me couche rapidement, prêt à affronter la suite de cette diagonale. Quatrième étape. Paray-le-Monial, Montbéliard, 299 km. Je quitte l'hôtel avec 1 heure de retard sur la feuille de route, comme décidé la veille. La nuit est claire. L'air est vif, flirtant avec les 0 degrés, et je me rends compte que je ne me suis pas assez couvert au départ. Ni une ni deux, j'enfile la dernière couche de vêtements disponibles dans mes sacoches. Je roule entre une rivière et un canal. Le parcours traverse des zones humides alors qu'il fait encore sombre. Progressivement, la lumière du jour commence à apparaître, révélant un paysage calme et silencieux, parsemé de petits bancs de brume. L'ambiance est particulière, presque mystique. En arrivant à Montceau-les-Mines, l'itinéraire longe Canal, dont les eaux sont parfaitement calmes. À ce moment-là, les couleurs de l'aube et de l'automne se reflètent sur la surface de l'eau, créant un effet miroir naturel où le paysage et son reflet semblent se confondre. Après avoir quitté le canal, le parcours grimpe jusqu'au sommet d'une côte dégagée à l'est. De là, j'assiste à la fin du lever de soleil. La lumière dorée éclaire la campagne vallonnée, mettant en valeur les couleurs chaudes de l'automne. Parfois, le timing est parfait pour offrir un spectacle gratuit qui donne envie de ralentir, de savourer chaque coup de pédale. On se sent presque privilégié d'être là. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. De l'autre côté du vallon, je plonge dans un épais brouillard. Je passe à quelques encablures de grands crus de Bourgogne. Le paysage se transforme de nouveau, avec des coteaux de vignes. C'est aussi ça une diagonale. En quelques jours, on tombe sur des paysages extrêmement variés. Sinon, je suis maintenant dans la grisaille. J'arrive sur les bords de Saône, près de Seurre. Prochain point de contrôle. Là, le brouillard se dissipe complètement, laissant place à un ciel chargé de nuages gris, mais secs, et un petit vent, souvent de côté, et parfois de 3/4 d'eau. Il est 11h30. Je refais le plein des sacoches, des bidons et des calories à la boulangerie du coin. La fatigue commence à se faire sentir. Mais le moral, lui, reste bon. J'entre dans le Jura, par les contreforts. Ce n'est pas plat, mais rien d'insurmontable. Le vent disparaît et reste discret. Je continue à avancer, profitant encore et toujours des couleurs de l'automne sur les forêts jurassiennes jusqu'à la saline royale d'Arc-et-Senans, point de contrôle.
Petite pause contemplative devant le site industriel du XVIIIe siècle, puis je reprends la route, vers le Doubs, direction la citadelle de Besançon. La piste cyclable qui longe le Doubs est un vrai régal pour les yeux. Mais il ne faut pas oublier de pédaler, même si les jambes commencent à protester après 3 jours de diagonale. Arrivé au pied de la citadelle de Vauban, qui me toise du haut de son éperon rocheux, je traverse la ville grâce au tunnel fluvial caché sous la citadelle, évitant ainsi de grimper jusqu'au rempart. De l'autre côté, petite pause ravitaillement et habillement, car la fraîcheur tombe et la nuit approche. Je fais le point sur mon tableau de marche. Il est 18h15, il me reste 85 km à avaler, je devrais donc arriver pour 22h. Je repars, sachant qu'une fois Montbéliard, il ne reste qu'une étape, quasiment toute plate. Un peu plus tôt, j'ai reçu le message de Gilles, sariste à côté de Mulhouse, qui m'a annoncé qu'il viendra à ma rencontre le lendemain, et puis de Jocelyne, qui me recevra au commissariat de Strasbourg. La dernière étape s'annonce presque comme une formalité sur le papier, mais il reste celle-là à finir. La route continue le long du Doubs. Au bout de 15 minutes, les premières gouttes de pluie apparaissent. J'hésite à m'arrêter pour sortir la veste. Et 10 minutes plus tard, c'est le déluge. Arrêt d'urgence pour m'équiper dans la quasi-pénombre. Entre Besançon et Montbéliard, je serpente dans la vallée du Doubs, encaissé entre les falaises. Mais il fait nuit noire et il pleut des cordes. Adieu les paysages bucoliques. La fatigue s'installe. Le moral commence aussi à flancher un peu. Chaque petit coup de cul devient une énorme difficulté. De plus, les descentes sont périlleuses. La chaussée, souvent jonchée de feuilles, qui plus est détrempée, m'oblige à rester sur les freins, concentré pour ne pas finir au sol. Tout d'un coup, ma route se transforme en chemin impraticable. Je m'arrête sous la pluie, coincé entre le Doubs et la falaise. Je râle de ne pas avoir fait attention à ma trace lorsque j'ai préparé ma diagonale. J'analyse la carte pour trouver un itinéraire bis et la rejoindre plus loin. Et au bout d'un moment, en zoomant sur le GPS, j'ai l'impression de ne pas être complètement sur ma trace. Avec un peu d'exploration à la frontale, je réalise que me suis égaré sur un chemin parallèle à la route à prendre. Retour en arrière pour prendre la bonne piste, et c'est reparti. L'avancée est laborieuse. Je suis à bout. Mais je m'accroche à une idée. Une fois à l'hôtel, il ne me restera plus qu'une étape pour finir cette diagonale. Mes gants sont trempés, le froid s'invite. Chaque montée devient un supplice, chaque descente un fardeau. Mais enfin, les lumières de Montbéliard apparaissent. Il est bientôt 23h. J'ai perdu 1 heure de plus sur ces derniers kilomètres. Mais la délivrance est proche quand je vois l'enseigne de l'hôtel. Un dernier effort. Monter au 2e étage, sans ascenseur, le vélo sur le dos. Après une bonne douche, bien méritée, je me couche à minuit. Dans moins de 3 heures, le réveil sonnera pour la dernière étape. Je m'endors quasi immédiatement. Étape 5. Montbéliard, Strasbourg. 165 km. Le réveil est compliqué. Après 2 nuits, de 3 heures et 3 étapes bien difficiles, sortir du lit se relève d'un énorme défi. Mais j'y arrive. Et j'envoie un message à Gilles pour lui signaler que, oui, j'ai réussi à émerger et que je pars à l'heure prévue. J'ouvre les volets. Dehors, c'est encore humide. Mais la météo à la télé promet du beau temps. On va y croire. Le moral est revenu au beau fixe. Une fois le corps en route, je retrouve mon rythme de croisière. Le jour se lève presque pile quand j'entre en Alsace. Petit moment d'émotion. Je réalise que je termine ma 6e diagonale. Traverser l'Enfance en automne, c'est quand même autre chose. Les paysages sont superbes, même si les journées sont un peu courtes pour en profiter. L'euphorie prend le dessus, les douleurs passent en arrière-plan. Je rejoins la piste cyclable le long du canal du Rhône au Rhin. Gilles m'a prévenu, attention aux ragondins. Je me mets donc à chanter à tue-tête, histoire de prévenir la faune locale. Résultat, aucun ragondin à l'horizon. Juste Gilles, qui me rejoint avant Mulhouse. Le ciel bleu commence à s'inviter à la fête. Parfait pour la suite. On fait connaissance avant de traverser la ville. Gilles m'annonce que plusieurs portions de ma trace sont en travaux. Il me propose de le suivre sur une variante jusqu'à Neuf-Brisac. Mon dernier point de contrôle. Heureusement qu'il était là, car entre les rues pavillonnaires et les zones commerciales, on évite les routes barrées. Une fois sorti de la ville, on papote.
Je me sens bien, on roule même à bonne allure. Certainement l'odeur de l'arrivée. Gilles me demande plusieurs fois s'il ne va pas trop vite, mais tout va bien de mon côté. On arrive à Neuf-Brisac, pour un petit déjeuner bien mérité, et on en profite pour donner des nouvelles à Jocelyne sur notre avancée. On reprend le canal, parfois jonché de feuilles, et on continue à bonne allure en discutant. Tellement concentré sur la conversation qu'on manque de finir dans un arbre tombé sur la voie. Bon réflexe, on évite la catastrophe de justesse. Comme quoi, il ne faut jamais crier victoire trop tôt sur une diagonale. À l'approche de Strasbourg, la piste cyclable devient plus technique. Les racines des platanes ressortent du bitume. Et après 4 jours de vélo, le popotin commence à protester sérieusement. Gilles me guide jusqu'au commissariat, où Jocelyne, bras en plâtre, nous accueille. Finir une diagonale, c'est déjà une joie. Mais la partager avec des saristes, c'est encore mieux. On fait ça autour d'une pinte. Puis Gilles repart. Fait marquant et rare, je pense, aujourd'hui le sariste a fait plus de kilomètres que le diagonaliste. Après une bonne assiette de charcuterie et de crudités, Jocelyne joue les guides touristiques et me fait visiter Strasbourg sous un soleil radieux, puis me raccompagne à la gare. Je prends le train, le cœur léger, les jambes lourdes, et une nouvelle diagonale de plus réussit dans ma poche.